Nous sommes toujours dans le cadre des universités d'été du MEDEF et nous nous retrouvons pour un nouveau plateau Perspective. Nous accueillons Dominique Régnier. Bonjour Dominique. Bonjour. Qui est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. Alors, Fondapol a été créé à l'initiative de qui? Ça a été créé en 2004 par Jérôme Monod qui voulait contribuer à doter la France de ce qu'on appelle aujourd'hui des think tanks. Il y en a plusieurs désormais, dont la Fondation pour l'innovation politique, qui est une fondation d'utilité publique qui est financée par les dons privés et des financements publics, mais aucun financement politique ni syndical. Donc ça vit de sa propre capacité à trouver les ressources pour financer les expertises. Alors j'imagine que vous êtes en pleine réflexion, malheureusement je dirais, heureusement pour vous, mais malheureusement pour la France, sur le thème de la dette. Vous avez même été porteur d'un projet. Est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes lignes de ce projet? La Fondation pour l'innovation politique, depuis 4 ans, a centré une bonne partie de son travail sur le problème de la dette publique. On a publié beaucoup d'expertises à ce sujet et avec des recommandations. Il ne faut pas simplement essayer de comprendre, mais aussi proposer. Et notre proposition phare a été de créer une contrainte constitutionnelle contre le déficit budgétaire annuel de la France. Créer un dispositif constitutionnel de tel type, de telle sorte qu'on ne puisse pas, au sein de la décision publique, régulée par la Constitution, sous peine d'être anticonstitutionnel, on ne puisse pas voter un budget en déficit. Ce que chacun sait, depuis un quart de siècle, tous les budgets votés par l'Assemblée nationale sont en déficit. Ça paraît absurde, c'est pourtant une réalité. Et nous avons chaque année, là depuis quelques années, un déficit de 100 milliards d'euros par an. Je parle bien du déficit public, qui vient bien sûr alimenter la dette, puisque pour le financer, entre guillemets, ce déficit, il faut emprunter. Et nous sommes donc ainsi à 1700 milliards d'euros de dette. Alors quelle préconisation pour arriver à réduire finalement ce déficit? L'idée, c'est qu'au fond, si on a une vraie contrainte constitutionnelle, aucun budget ne peut être adopté s'il est en déficit. Et très concrètement, ça veut dire qu'au bout de la course, un budget qui serait en déficit déboucherait sur des décisions qu'on ne pourrait pas financer. Et à terme, au bout de la chaîne, ça engagerait la responsabilité du haut fonctionnaire qui signerait la dépense, puisqu'il n'y a pas de quoi la financer. Donc en réalité, les hauts fonctionnaires ne signeraient pas la dépense. Et donc on aurait un système de verrou qui bloquerait réellement le mécanisme. Mais ça ne peut être possible, et c'est ça l'esprit de cette réforme, qui a été adoptée par les Allemands en 2009 à l'initiative des sociodémocrates, qui a été adoptée par les Suédois. Ils ont un mécanisme de même type, comparable, que les Canadiens et les Québécois ont adopté, que les Espagnols vont bientôt adopter. Ça ne vaut que si c'est une réforme qui est portée par les grands partis de gouvernement. Ça ne peut pas être la droite contre la gauche, oui, ou la gauche contre la droite. Ça ne peut pas devenir l'instrument d'un parti. Non, parce qu'il y a un aspect très important que je ne peux pas détailler ici, mais il faut que dans ce dispositif, on puisse faire vivre la différence entre les partis politiques. Il faut que puisse être utilisé par une majorité de gauche, si la gauche gagne, ou de droite, si la droite est au pouvoir. On ne peut pas imaginer une règle qui empêcherait au fond la gauche de gouverner comme elle l'entend. Oui. Simplement, ça veut dire, soyons cohérents. Vous voulez dépenser plus, augmentez les impôts. Vous voulez réduire les impôts, réduisez les dépenses. Soyez cohérents. Oui, donc finalement, ce que vous nous expliquez, c'est que pour arriver à travailler sur ce thème économique qu'est la dette, il faut faire une réforme politique. Absolument. Là, c'est un sujet clé aujourd'hui. On a bien vu qu'en France, en Europe, ça a été archi commenté, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut en parler beaucoup. On a un très gros problème de dette publique en France comme ailleurs. On ne peut pas expliquer aux Français qu'il faut sortir de la dette par des mesures qui sont comme un traitement pour un malade. C'est pas ça. Je pense que ça ne fait pas sens. Ce qui est absolument indispensable, c'est de considérer que c'est une page de l'histoire qui se tourne, que désormais l'État sera moins dépensier, donc pas forcément moins présent, mais présent sous des formes nouvelles. C'est plutôt une incitation à innover, à penser autrement le vivre ensemble, à penser autrement l'action publique, pourquoi pas d'ailleurs à l'améliorer, à faire passer beaucoup plus d'activités du côté du marché et de l'entreprise. Bonne nouvelle, ça peut créer des emplois et du profit. Et donc, plutôt que de dire on a un mauvais traitement à avaler pendant 10 ans et on ne sait pas très bien à la fin si on sera mort ou pas tout à fait guéri, dire tout ceci est une nouvelle ère qui commence,
Et il faut le penser comme une révolution au fond heureuse, avec une vraie possibilité d'y trouver un aménagement qui serait non seulement soucieux de l'équilibre des comptes, ce qui est une évidence nécessaire pour tous, mais aussi plus développé qu'aujourd'hui, plus satisfaisant que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors vous venez d'être invité donc, par le MEDEF pour signer votre livre que vous éditez chez Plomb, qui s'appelle « Populisme, la pente fatale ». Qu'est-ce qui vous a été demandé finalement en réaction à ce livre ? Disons, si vous voulez, c'est un diagnostic que je faisais depuis quelques années. Bon, je pensais que le phénomène était en train de s'installer. Malheureusement, ça s'est vérifié. D'où l'idée d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous avez en Europe, dans tous les pays de l'Union, où peu s'en faut, un populisme puissant qui s'est mis depuis à peu près les années 2000, qui s'est mis en marche, qui peut atteindre 30%, 35% des suffrages dans certains pays. Potentiellement, moi je le situe entre le 5e et le quart des électeurs européens. C'est suffisant pour bloquer le fonctionnement de l'Europe, au passage, pour gêner beaucoup les gouvernements nationaux. Et c'est un nouveau populisme. Moi je le qualifie de populisme patrimonial, parce qu'il repose sur deux promesses. Un, je vais défendre votre patrimoine matériel qui est affecté par les délocalisations, par la globalisation, par toute une série de phénomènes qui touchent à nos intérêts économiques et sociaux. Et je vais aussi protéger votre patrimoine immatériel. D'accord. L'identité, votre façon de vivre, le paysage aussi, d'où en Suisse les querelles sur les mosquées, ça n'est pas de chez nous, ou bien les querelles sur le port du voile, du foulard. Vous voyez, toute une série de contentieux qui se sont multipliés et qui font que ça ne concerne plus seulement les classes socialement les plus exposées, les classes populaires à la crise économique, mais aussi les classes moyennes, voire des classes supérieures, qui, on le voit très bien aux Pays-Bas, souhaitent défendre le patrimoine immatériel, par exemple, des libertés individuelles, de la possibilité de choisir sa vie sexuelle comme on l'entend, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous voyez, toute une série de valeurs qui sont considérées comme menacées par des phénomènes liés à la globalisation, dans lesquels il y a la question du multiculturalisme. Alors l'Europe, comment vous réagissez, vous, face à l'Europe? On est en train de parler de possibilité de créer une monnaie unique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait un moyen, effectivement, de rétablir... C'est une clé absolument essentielle, alors, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, les populistes ne s'y trompent pas, qui visent systématiquement l'Europe pour essayer de la saper ou d'empêcher leurs gouvernants nationaux de bien discuter au niveau européen. Pourquoi c'est une clé? C'est une clé parce que les peuples d'Europe qui sont sceptiques aujourd'hui demandent une puissance publique capable de les aider, les protéger et les aider à réussir dans le monde d'aujourd'hui. L'État-nation n'est pas suffisamment équipé pour le faire seul. Il peut le faire en partie, mais pas seul. Il faut bâtir une puissance publique collective. C'est l'Europe qui est capable d'apporter son soutien aux États-nations, de déployer une puissance grâce à la coopération sans commune mesure. Et dans le domaine, bien sûr, de l'euro, de la monnaie, des finances, c'est absolument crucial. Dans le domaine commercial aussi, dans le domaine de la négociation avec la Chine, l'Inde ou la Russie, on le sait bien tout cela. Et c'est ça qui est la vraie réponse. S'il n'y a pas une européanisation de la puissance publique, alors les Européens, je pense beaucoup d'entre eux, n'accepteront pas de rester ainsi entre une Europe qui n'existe pas et les États-nations qui s'affaiblissent. Ils demanderont le retour au nationalisme. On a 10 ans, je pense, pour ne pas se tromper de chemin. Si dans 10 ans, et avant, j'espère, on n'a pas inventé une vraie puissance publique européenne qui satisfait les Européens, à côté des États-nations, bien sûr, je pense que la demande des peuples sera de revenir aux nations. Bon, nous n'avons pas les moyens, donc je pense que ce sera une très très mauvaise nouvelle si nous arrivons à cette fin-là. Bon, mais espérons que... Travaillons à ça. Travaillons au sein de Fondapol à trouver et à innover sur le champ politique. Dominique, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain plateau.